En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de façon relativement rapide et au nom d'une équipe qui est constituée aujourd'hui par 5 personnes dans le conservatoire de Montbéliard. Le chapeau que j'ai aujourd'hui, c'est plus celui-ci que celui du compositeur. Mais l'expérience du compositeur doit irriguer tout ça. Ça c'est certain, ça c'est certain, on verra pourquoi. Parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec Georges Molinier sur plein de choses, y compris sur la terminologie, sur la précision. Mais à un moment donné, même si l'art n'existait pas et la pratique existe, il faut bien l'enseigner. En tout cas, dans un domaine comme un conservatoire qui se veut un héritage ou un pont entre le passé et la contemporanéité. Donc, je commence par quelque chose qui est à la Molinier, c'est-à-dire précis, en tout cas. C'est-à-dire la notion d'archétype, hein, pas de façon jungienne du tout, mais je dirais de façon pré-jungienne. Donc un type est un ensemble d'éléments homogènes sur lesquels on peut appliquer des mêmes fonctions, de mêmes fonctionnalités. Du coup, ça sort le mot prototype, qui généralement est un ensemble de modes opératoires, ce que plusieurs d'entre nous aujourd'hui ont appelé la transformation, qui produit un objet, donc une instance d'une action qui est, quand on le nomme prototype, est un exemplaire unique, généralement fragile, généralement pas du tout formalisé de façon apte à être enseignée. Quand on intervient le mot stéréotype, c'est qu'une certaine façon de manipuler les objets, n'importe quelle origine elles ont, fait partie d'un héritage conceptuel qui permet d'en déduire une façon industrielle, donc une forme d'enseignement, effectivement. Et on verra à quel moment l'archétype surgit. Je vais faire un petit saut pour faire une petite provocation, parce que je reste fidèle à moi-même. Donc, ceci est le Laocoon, une sculpture en 3 morceaux, un seul bloc de marbre sculpté en 3 parties, fait par l'école athénienne autour du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et quand le transport l'a amené au Vatican, le bras du Laocoon s'est cassé et du coup il demande à Michel-Ange, environ 2000 ans plus tard, à peu près 2000 ans plus tard, de le réparer. Et Michel-Ange, quand même, qui était réputé pour être un très bon sculpteur, se refuse en disant « Non, je ne peux pas toucher un tel niveau de perfection ». De même, le niveau de perfection en termes de contrôle des outils, de contrôle de la façon de fabriquer, de contrôle, tout bêtement, de la praxis auquel Molinier faisait référence, peut produire des statues comme la Vénus de Milo, qui est même datée même avant. Quelques siècles plus tard, on tombe dans des cas comme celui-ci, donc ce qu'on appelle l'art paléochrétien, qui, comme le mot le définit, c'est quelque chose qui est emblématique, voire pour certains embarrassant, parce qu'on a du mal à s'expliquer comment on peut avoir un certain niveau de facture comme celui-ci et arriver à un niveau de facture comme celui-ci. Il est clair qu'à un moment donné, quelque chose a été perdu, quelque chose dans la pratique a été perdu, et dans cette perte, il n'y a pas de drame. Les dinosaures ont disparu, les mammouths aussi, on n'en souffre pas. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est exactement là où moi je me situe, non pas dans les dinosaures ou dans les mammouths, tout simplement dans une problématique, qu'est-ce qu'on enseigne et comment l'enseigner du moment qu'il y a des choses qui sont en train de disparaître et d'autres qui sont en train d'arriver. On a ce qu'on appelle l'intelligence collective, existe depuis une éternité, ça se transmet par des bouquins, par des formes d'apprentissage oral, c'est tout ce qui est l'expérience vécue à un moment donné de notre culture et qui se propage vers les autres. En même temps, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence connective, une forme d'intelligence qui n'a pas vraiment d'histoire, c'est difficile même à dater, mais qui pourtant existe, que dans le mot Internet a remplacé ce terme qui était beaucoup plus précis. Grâce à cette forme d'intelligence, nous vivons tous dans une fenêtre générationnelle. Une fenêtre générationnelle est, grosso modo, pour être gentil, l'âge de vie de chacun de nous qui appartient obligatoirement aux générations. Et dans cette fenêtre de génération, on se chevauche les uns avec les autres. Du coup, moi j'ai eu la chance d'être enchaîné à la génération de Berriot, qui n'est pas nécessairement celle immédiate à la mienne, mais disons que grâce à se côtoyer, à se fréquenter les mêmes lieux, il y a une forme d'intelligence collective et connective qui s'y fait oralement. Qu'est-ce qui se passe? Que les compositeurs, dans toute l'histoire de la musique, celle qui après a été sédimentée, ont fait des prototypes. On a toujours fait des prototypes. L'exemple le plus connu, c'est la forme sonate. Du moment qu'on a stéréotypé justement la forme sonate, elle a disparu quasiment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un prototype? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, une manipulation du matériau qui appartient à différentes fenêtres générationnelles. Et à un moment donné, quand ce savoir remonte à l'intelligence collective, donc remonte à ce que Molinier aurait appelé un régime doxique, c'est-à-dire un régime des croyances qui nous dit que Beethoven était un génie, même s'il n'a pas connu, et on est quasiment tous d'accord.
fait que dans cette forme des croyances, effectivement, à un moment donné, on prend des prototypes de Beethoven et on commence à les stéréotyper, tels que quelques générations plus tard, par exemple à la nôtre aujourd'hui, on veut apprendre la forme sonate, du coup, on ne parle plus du stéréotypage du prototype, mais on part d'un archétype. Et la chose qui est très intéressante, c'est que les archétypes sont épaissis, dans le sens que si on prend la forme sonate baroque, classique et romantique, voire même contemporaine, parce qu'elle existe encore, en fait, on ne peut pas annuler un archétype quand il est créé dans notre système d'apprentissage, simplement on l'épaissit. Par épaisseur, cela veut dire qu'on est capable de faire une séparation entre la sonate baroque, classique, romantique, etc. Et là, c'est la suite, donc ça vous l'avez déjà vu. Donc, où je veux en arriver? Notre équipe est constituée par Quand Jacques Lot m'a appelé à Montbéliard, j'étais plus jeune, il y a environ 11 ans, et il faut dire que c'est un pari très important. Et je suis particulièrement fier de le dire dans ce contexte parce que c'est le seul conservatoire invité parmi des centres de recherche internationaux et avec une réputation qui dépasse l'agglomération dans laquelle ils vivent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une des premières choses que Jacques Lot m'avait demandé, c'était surtout pas de faire une classe de composition traditionnelle, mais d'envisager quelque chose de très ouvert. Et dans cette ouverture, pour moi, la première règle a été celle de ne jamais poser une contrainte esthétique à ceux qui rentraient. Et par contrainte esthétique, je vais bien loin, les contraintes esthétiques ne c'est pas seulement appartenir à une vision de la musique spectrale plutôt qu'une vision de la musique structurelle ou minimaliste, ce qu'on veut, mais toutes sortes de visions et de chants uniques. Et ce n'est pas un hasard que je cite cet exemple, je ne savais pas que Lorenzo serait là aujourd'hui, mais un de ceux qui, à un moment donné, était un étudiant dans le conservatoire de Montbéliard, est devenu prof. Et je le cite comme exemple, désolé pour la tautologie, exemplaire, car la provenance, on va dire, artistique, esthétique de Lorenzo était plutôt dans un domaine de la musique électroacoustique plutôt tendance pop, et aujourd'hui, il est un des profs qui a développé un des concepts que je vous présente aujourd'hui, celui de la précision artistique. Qu'est-ce qu'on enseigne quand on est face à des... Et là, je profite pour faire une autre parenthèse, désolé, c'est-à-dire qu'on a trois typologies d'étudiants dans ce conservatoire de Montbéliard. Il faut savoir que Montbéliard est très inconnu. Hein. Même les Français, parfois, ils le mélangent avec Montpellier. Et je vous le dis avec précision parce que... Malgré Peugeot ? Malgré Peugeot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la chose qui est très étrange, c'est que la typologie des élèves que je vais vous décrire est la suivante. Il y a ceux qui viennent pour pratiquer la composition pour un but purement du plaisir. On va dire, à n'importe quel âge, ils viennent pour pratiquer la composition comme moyen d'expressivité, d'expression individuelle. Il y a un autre niveau qui sont ceux qui signent les fameux contrats de chômage à vie, c'est-à-dire ceux qui veulent devenir compositeurs professionnels dans le domaine de la musique contemporaine. Et donc, qui effectivement sortent d'où cela? Ils sortent du conservatoire supérieur, hein, de Budapest, de Milan, de Rome, de Bruxelles. On a eu de tous les pays, non pas tous les pays du monde, mais une quantité assez vraisemblable de gens qui venaient d'Amérique latine à Montbéliard. Ça, c'est impressionnant parce que c'est un conservatoire départemental, le directeur me corrigera si je me trompe, qui délivre donc des diplômes qui n'ont aucune valeur par rapport à ceux qui ont déjà des diplômes nationaux supérieurs. Et la troisième typologie, c'est ceux qui viennent à Montbéliard pour apprendre un métier qui peut leur donner effectivement du travail et qui se déploie dans la musique de film, dans la musique pour des supports comme les installations interactives ou les videogames et ainsi de suite. Mais la question principale se pose comment converger, comment parler de quelque chose qui a une praxis et comment donner des axes de correction, car à un moment donné, il faut bien pouvoir se confronter. Donc, en mathématiques, donc l'exemple que je vous porte est celui d'un de nos collaborateurs, de Lorenzo Bianchi, qui a fait un travail remarquable sur la notion de précision artistique. C'est-à-dire, la précision artistique coïncide à quoi? Si on prend l'exemple des maths, les maths font une séparation entre l'accurance et la précision. Précis, c'est par exemple un faisceau de projectiles qui doit cibler un point. Donc celui-ci est précis et exact. Précis parce que c'est convergent, exact parce que le point central est visé. Celui-ci, il est, on va dire, ou en anglais c'est le mot accuracy, accuré on pourrait dire, mais il n'est pas exact, c'est-à-dire il y a une convergence des pensées, mais il n'y a rien à viser en termes d'exactitude. Celui-ci, c'est une approche qui est plutôt imprécise, précise parce que le point est visé, mais, non, je me suis trompé dans les mots, pardon, c'est exact mais imprécis, dans le sens que le faisceau va n'importe où et à un moment donné on cible le point, et celui-ci est le cas typique de la musique dite contemporaine, c'est-à-dire
ou effectivement on patauge depuis un moment. Pourquoi je vous dis ça? Ben oui, c'est la vérité, on est entre amis, donc on peut se le dire, hein, même si je suis plus jeune de vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire qu'en fait, quand on doit apprendre quelque chose de quelqu'un, on se retrouve dans les images que je vous ai montrées tout à l'heure avec l'œuvre palokerienne. C'est-à-dire, ça c'est un exemple de Jean Petitot-Cocordat qu'on dépasse, c'est-à-dire que quand on a affaire avec des compositeurs qui viennent à la fois du côté plutôt épanouissement personnel pour s'exprimer, à la fois pour contrat de chômage, à la fois pour avoir une forme de potentiel de travail, on se retrouve à faire une approche strictement philosophique, à la Wittgenstein, on peut dire, dans laquelle on essaie de formaliser la pensée afin que le compositeur puisse créer un compteur à cordes pour qu'il soit inécoutable. Je rigole beaucoup. Hein. Non, j'en fais aussi. Oh non, il y en a beaucoup. Non, on est parfaitement d'accord. Ou alors une approche à la Gertrustein, une approche beaucoup plus empathique, qui se veut plutôt le domaine de l'art comme le vécu, comme un rapport thymique du sensoriel et du plaisir. Ou alors une approche à la Einstein, celui qui a l'idée la plus étonnante, la plus remarquable, la nouvelle idée qu'on a fait. Donc on se retrouve à faire ou du Wittgenstein, ou du Gertrustein, ou du Einstein, et souvent on se retrouve à obtenir des Frankenstein, c'est-à-dire quelque chose qui malheureusement a des problèmes dans les classes de repère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que jamais, comme depuis 20 ans, j'enseigne la composition à Montbéliard depuis maintenant 10 ans, mais avant je l'enseignais dans d'autres institutions de façon plus sporadique. Jamais comme dans ces derniers 15 ans, je crois, on a réinventé la roue. La roue a été faite à un moment donné, on la retrouve dans notre monde, on a fait toujours la roue. C'est-à-dire, on a inventé la même chose. Est-ce qu'en art on avance? Je n'y crois pas, mais en tout cas, dans la praxis, il y a des choses qui ont changé et je voudrais vous montrer maintenant. Là, parce qu'après, le seul exemple auditif que je vais vous citer, c'est parce que c'est celui fait par des enfants par Gaia Maffezzoli, qui est aussi dans la salle, et si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez lui demander tout un tas de détails que je n'ai pas le temps de développer. Mais il est clair que dans le faisceau de 3 typologies d'apprentissage qu'on a, on a aussi les tout petits, entre 8 ans et 10 ans, dont on écoutera un exemple musical, et on a aussi des adolescents, ça c'est quelque chose de relativement nouveau, dont la prof était ici dans la salle, mais elle a dû partir, dans lesquels, effectivement, il s'agit de musiciens qui sont à la fin du 2e cycle, au début du 3e cycle, et qui commencent à composer de la musique à eux, non pas purement de façon instrumentale, mais de façon mixte, dans le sens qu'ils composent en même temps l'électronique de leurs propres pièces, ainsi que la partition instrumentale qu'ils vont jouer. Et la première a été faite la semaine dernière, donc je n'ai pas l'enregistrement, parce que malheureusement, je n'ai pas pu collecter tous les matériaux. Comment ça se fait d'un point de vue de l'enseignement? C'est-à-dire que j'ai réintroduit, et mon équipe avec moi bien entendu, la différence entre le systémique, l'esthétique et le stylistique. Pour être très précis, j'ai pas la photo, donc je vous en parle là. Le système, c'est l'ensemble de critères, de règles, de lois dont on peut en parler de façon théorique, à la Molinier. Okay. L'esthétique, c'est une convergence d'opinions dans lesquelles un même système proposé peut converger dans différentes situations qui peut fédérer plusieurs individus. Et la stylistique, effectivement, est un rapport individuel à l'utilisation du système et de l'esthétique afin que l'individu ressort comme capacité expressive. J'ai horreur de l'intuition. On m'a toujours dit que quand on compose de façon intuitive, moi quand j'étais plus petit, je composais de façon intuitive, je suis rentré dans un conservatoire où ils ont passé 2 ans à enlever l'intuition de ma tête, heureusement. Et en fait, l'intuition, j'ai découvert tardivement, c'est-à-dire il y a 15 jours en Angleterre, que c'est un état latent d'application des règles, inconscient. Et j'adore cette expression parce que je vous montre des exemples qui pour moi sont parlants, c'est-à-dire l'intuition telle qui nous fait rêver d'une composition qui surgirait d'un état mystique entre une intériorité ou une extériorité qui ferait que dans ce passage, il y a quelque chose dont on ne peut pas en parler, je ne suis pas d'accord. On peut en parler de façon opérationnelle et opératoire, autrement on n'aurait pas des classes de composition. Parfois, effectivement, on patauge, mais il est clair que le travail que je fais avec mon équipe dans le cadre de ce conservatoire est celui d'enlever les mots intuitions et de remplacer les mots intuitions avec à la fois le niveau systémique requis, le niveau esthésique ou esthétique requis et le niveau stylistique requis. C'est-à-dire mettre de façon lisible, on verra comment, si j'arrive, les règles appliquées, voire même la typologie des règles appliquées lors de la phase de la composition. Tout à l'heure, pendant le déjeuner, on a discuté sur la différence entre les interprètes qui